Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Bonjour à toutes et à tous. Dans la série du podcast Femmes engagées intitulée « Profession ministre », qui recueille le témoignage d'une dizaine de femmes politiques ayant occupé le poste de ministre des droits des femmes, nous recevons aujourd'hui Isabelle Lanvy-Rome, qui a été ministre des droits des femmes de mai 2022 à juillet 2023. Bonjour Madame la ministre, chère Isabelle Rome. Bonjour chère Jocelyne Adrian. Aujourd'hui, vous êtes ambassadrice pour les droits de l'homme et chargée du devoir de mémoire relatif à la dimension internationale de la Shoah et aux spoliations. C'est-à-dire que vous êtes ambassadrice pour les droits humains et pour les droits fondamentaux au ministère des Affaires étrangères. Mais bon, vous avez consacré la majeure partie de votre vie professionnelle à la magistrature. Vous nous raconterez ça, mais après l'École nationale de la magistrature, vous êtes devenue à 23 ans la plus jeune juge de France. Ça mérite d'être souligné. Vous avez une longue carrière dans la magistrature et en 2018, vous êtes nommée haute fonctionnaire à l'égalité au ministère de la Justice. Parallèlement à ces engagements, vous êtes toujours engagée au sein de l'association Femmes de Liberté, n'est-ce pas, et militez pour, notamment encore aujourd'hui, même si vous n'êtes plus ministre, vous continuez à militer pour que le féminicide et le contrôle coercitif entrent dans la loi française. Vous êtes enfin également autrice de plusieurs ouvrages comme La fin de l'impunité ou Jouer ou tuer pour le dernier ouvrage sorti. En mai 2022, la première ministre Elisabeth Borne vous nomme ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc vous avez été ministre déléguée à peine plus d'un an, voilà. D'abord, ce statut de ministre délégué, qu'en pensez-vous par rapport à ministre de plein exercice ou à secrétaire d'État? Et puis, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en un an, est-ce qu'un an, c'est pas un peu court pour mener une action de fond au niveau gouvernemental? Eh bien donc, ministre délégué, tel était le titre qui était le mien, ministre délégué auprès de la première ministre. Alors, j'allais dire c'est mieux que secrétaire d'État, puisque un secrétaire d'État est toujours attaché à un autre ministre en exercice. Le fait d'être ministre délégué auprès de la première ministre présente l'avantage d'avoir une dimension interministérielle. Et on sait bien que sur ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut une dimension interministérielle. Il s'agit d'une politique gouvernementale, d'une politique en plus qui est portée particulièrement par le président de la République qui a souhaité faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de ces deux quinquennats. Donc le fait d'être une ministre déléguée auprès de la première ministre, en cela est intéressant parce que on a tout de suite en fait les autres ministères autour de la table. Voilà, donc ça c'est intéressant. Après, en termes d'assises, c'est sûr qu'un ministère en plein exercice est plus puissant, voilà. Mais c'est bien de dire ministre en plein exercice, mais ça voudrait dire aussi les équipes, les voilà qui vont avec. Donc je ne suis pas sûre, même si je l'aimerais bien dans l'absolu que ce ministère soit un ministère de plein exercice, je suis pas sûre que ce serait forcément mieux parce que là j'insiste vraiment efficace parce que j'insiste vraiment sur la dimension gouvernementale de ce mandat en fait. Après vous me posiez la question de la durée, donc en l'espèce à peu près 14 mois. Bien sûr que c'est peu,
En même temps, je pense avoir vraiment utilisé à plein ce temps, avec notamment, par rapport au portefeuille qui était le mien, l'élaboration de 3 plans gouvernementaux. Et je précise que chaque plan a fait l'objet de discussions interministérielles, mais aussi d'une large concertation avec la société civile. J'allais dire, c'est un peu dans mon ADN de travailler avec les organisations de la société civile. Le premier plan qui a été élaboré, c'est le plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, qui a été lancé donc en janvier 2023, porté par la Première ministre. Mais donc, ce plan a fait l'objet de consultations que j'ai menées avec une trentaine d'associations très diverses, comme vous pouvez imaginer, et qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Mais je trouve que c'est un exercice très intéressant parce que quand on partage des valeurs communes, un objectif commun qui est celui d'obtenir justement un plan gouvernemental, eh bien, nous y sommes arrivés. Voilà. Et donc, je suis fière de ce plan parce que je pense que c'était un plan qui n'était pas forcément le plus facile, justement, en termes de concertation, de construction, étant donné de la disparité existante entre les différents protagonistes. Connaissant un peu le tissu associatif français, je vois très bien ce que vous voulez dire et chapeau. Excusez-moi ce terme, mais chapeau d'avoir réussi ça parce que c'est vrai que on part de loin. C'est ça, merci. Et donc le deuxième plan, c'est le plus important, c'est le plan qui s'appelle Toutes et tous égaux, donc qui a été lancé le 8 mars 2023 et donc qui a fait l'objet d'un gros travail aussi en interministériel avec les autres ministères et aussi avec les associations. C'est un plan qui comporte 160 mesures qui s'articulent autour de 4 axes: la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité professionnelle, économique et professionnelle, la santé des femmes et l'accès à l'éducation. Voilà. Et donc pour moi, c'était important qu'on ait ces 4 axes. Alors, autant les violences faites aux femmes, l'égalité économique et professionnelle, ça allait de soi, on va dire. Autant la santé, je veux dire, il a fallu discuter pour avoir ce chapitre santé. Parce que, on avait tendance à dire, oui, mais enfin, ça, c'est de la compétence du ministère de la Santé. Mais moi, en insistant pour avoir ce chapitre santé des femmes, je voulais montrer qu'il y avait justement une spécificité liée à la santé des femmes et qu'il fallait prendre en compte cette spécificité, qu'il s'agisse de mieux endiguer la précarité menstruelle, de mieux rechercher sur l'endométriose. Et on avait aussi des mesures de proximité justement pour l'accès à la santé des femmes dans la ruralité. Enfin voilà, pour moi c'était important. Et puis l'accès à l'éducation, ça permettait de traiter du sujet de la lutte contre les stéréotypes notamment, et aussi de l'accès des femmes aux carrières scientifiques, à la tech, puisque c'est dans le cadre de ce plan notamment qu'on avait ce programme qui a été lancé qui s'appelle Tech pour toutes. Voilà, donc qui consiste à soutenir des jeunes femmes justement pour leur permettre d'aller vers ces études. Voilà, donc c'était ce plan en 4 axes avec ses 160 mesures et le troisième plan qui a été lancé donc en juillet 2023 qui est un plan de lutte contre la haine anti-LGBT+, qui n'a pas été non plus des plus simples à construire parce qu'on a des associations aussi qui sont pas forcément toujours d'accord entre elles, mais voilà, nous y sommes arrivés et je suis très fière aussi d'avoir pu réaliser ce plan parce que c'était pas si évident et j'ai quitté le gouvernement quelques jours après et je me suis dit je serais arrivée quand même à lancer ces 3 plans. Et j'imagine que de là est né aussi le fait de créer un poste d'ambassadeur thématique LGBTQI+. Oui, alors je crois que ça faisait partie un peu des promesses de campagne du président Macron. Et en fait, je me souviens très bien lorsque la création du poste a été annoncée, et c'était à Orléans, où je suis retournée d'ailleurs récemment inaugurer des locaux, donc j'étais très touchée. C'était en août 2022, c'était au centre d'accueil pour les personnes LGBT+. Et donc la Première ministre à cette occasion a annoncé la création de ce poste d'ambassadeur et aussi l'augmentation conséquente des moyens alloués au centre LGBT+, qui a permis notamment la rénovation du centre d'Orléans. Voilà. Mais aussi le fait que dans chaque département, on essaye d'avoir un centre d'accueil pour les personnes LGBT+. Donc vous avez raison, en un an, c'est pas mal, ces 3 plans quand même, c'est concret. Voilà, c'est concret, voilà. Plus d'autres choses. Mais enfin, bien sûr, mais voilà, pour les choses, oui. Pour moi, en tant que peut-être que venant de la justice, du service public, ayant été haute fonctionnaire, pour moi, lorsque j'ai été nommée ministre, il s'agissait de mettre en œuvre une politique publique. Et donc,
la dérouler avec un plan, un contenu, des échéances, un suivi, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous diriez, quel serait pour vous ce qui vous semble avoir fait avancer les droits des femmes ? Sans conteste ce plan gouvernemental qui comporte justement des mesures très concrètes. Enfin, il y a eu plusieurs choses. On pourrait parler, par exemple, pendant le temps de mon mandat, de l'adoption de la loi sur l'aide universelle d'urgence pour les femmes victimes de violences, le lancement d'un dispositif que j'ai vraiment conçu, qui s'appelle le PAC Nouveau Départ, pour aider les personnes victimes de violences conjugales de s'extraire de leur relation, je vais dire, mortifère, enfin voilà. Et puis, voilà, j'ai aussi œuvré à ce que le droit à l'intervention volontaire de grossesse soit inscrit dans la Constitution. Voilà. Alors, ça a été fait après mon départ, mais je peux dire que j'ai beaucoup tout le travail de préparation en amont, voilà. Que demande notamment sur le plan juridique, parce que je vous rappelle que c'était pas gagné, parce que beaucoup de voix disaient mais ce n'est pas la peine, en droit ce n'est pas la peine, et j'allais dire en tant que juriste, pour moi c'était important de montrer que si c'était nécessaire. Justement, dans toutes ces ministres, vous êtes une des rares qui était magistrate, sinon la seule, je crois. Est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose de particulier, de singulier dans la manière de lutter pour les droits des femmes ? Alors, deux choses. Je pense qu'il y avait quand même ce focus particulier sur les violences faites aux femmes qui est lié, je veux dire, à mon expérience de magistrate. Et qui vous est consubstantielle quasiment, non, cette lutte-là, il me semble. Oui, je vous remercie de le dire, ça me touche, mais je crois que ça le sera jusqu'à ma mort, voilà. Et le fait d'avoir jugé de nombreux viols, de nombreux féminicides, et aussi, et je me permets de le rappeler parce que pour moi c'est le sens même de mon engagement, d'avoir vu tellement de femmes victimes, de les avoir entendues, de les avoir croisées, et aussi d'avoir vu leur visage sur des photos lorsque, ma foi, elles avaient été tuées et que je jugeais leur assassin. Et pour moi c'est important de dire que je dédie vraiment tout mon engagement sur ce sujet à toutes ces femmes que j'ai vues, que j'ai rencontrées ou que je n'ai pas vues parce que c'était trop tard. Ça, j'allais dire, je pense que comme vous le dites, c'est quelque chose qui m'est inhérent. Et là, je vais partir en Ukraine dans quelques jours comme ambassadrice pour les droits de l'homme, mais j'avais aussi travaillé sur les violences sexuelles commises pendant la guerre, donc voilà. Et puis, j'allais dire, l'autre aspect, c'est peut-être cette volonté de faire évoluer la loi. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de ce qui caractérise mon action, c'est-à-dire de faire évoluer la loi sur le viol. Je me suis aussi beaucoup prononcée sur l'introduction de la notion de non-consentement dans le viol, sur le contrôle coercitif, voilà, vous l'avez dit. Je souhaiterais aussi que le féminicide soit inscrit dans la loi. Comme haute fonctionnaire, mais c'était juste avant, mais j'avais aussi beaucoup travaillé au ministère de la Justice pour faire changer la loi sur le secret médical, pour faire introduire une dérogation pour permettre aux médecins et aux soignants de signaler des faits de violence conjugale sans l'accord de la victime majeure lorsqu'il estime qu'elle est en danger immédiat et sous une situation d'emprise. Voilà. Nous avions aussi travaillé pour que ce terme même d'emprise figure dans la loi. C'est le cas aujourd'hui dans ce texte sur le secret médical, mais aussi au civil dans le cadre des procédures de divorce. L'interdiction des médiations, parce que ça, et je me pas toujours là-dessus, parce qu'en fait, on ne peut pas faire de médiation dans un contexte d'emprise et de violence conjugale. Donc, on a fait interdire les médiations pénales comme alternative aux poursuites et interdire les médiations dans le cadre civil, dans le cadre des procédures de divorce, quand il y a un contexte justement de violence conjugale et d'emprise. Donc, en fait, là aussi, toute ma vie, je chercherai à faire évoluer la loi, parce que aussi, je crois fortement à la valeur de la loi pour booster un peu les mœurs. C'est-à-dire que autant j'ai été imprégnée quand j'étais en fac de droit par Montesquieu et Rousseau, et que Montesquieu dit que lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois. Mais bon, il dit un peu plus que ça, mais sans vouloir contredire Montesquieu qui reste mon maître absolu. Je pense mais vous aussi, n'avez pas besoin de maître. Je pense que parfois, lorsque la société peine à évoluer, ou les pratiques de certains professionnels peinent à évoluer, il faut que la loi intervienne. Et ça a été le cas sur tout ce que je vous ai cité, mais pour d'autres lois pour lesquelles moi je ne suis pas intervenue parce que qui étaient antérieures
à mon mandat, que ce soit les lois sur la parité en politique, que ce soit sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Si on n'avait pas eu ces lois à un moment donné, on n'aurait pas 37% de femmes à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'on en avait 11% en 1997, donc avant les lois sur la parité, et on n'aurait pas à peu près plus de 40%, dans les femmes dans les conseils d'administration. Voilà. Et moi, je crois au facteur vraiment d'accélération des lois. Voilà. Et puis, dans le contexte international actuel, on a vraiment intérêt à rappeler que le droit est vraiment le socle et le rempart d'une société humaine et pacifique. Bien sûr, il faut se battre pour l'état de droit, il faut se battre pour les droits fondamentaux, pour les droits humains. Est-ce que vous avez quelque chose que vous considérez comme un échec ou en tout cas une frustration quand vous étiez dans ce mandat? Je pense qu'en fait, le fait que j'ai pas eu d'expérience politique m'a peut-être fait perdre un peu de temps. Alors, non pas sur le contenu, parce que voilà, je suis quelqu'un qui travaille, qui voilà, et donc sinon j'aurais pas pu faire. Puis vous veniez avec votre bagage de compétences. Oui, c'est ça. Donc voilà, sinon j'aurais pas pu faire ces 3 plans si j'avais pas eu cette volonté. Bon, mais je pense que j'aurais pu peut-être être plus soutenue politiquement si j'avais eu davantage de réflexes. Probablement, mais peut-être que vous n'auriez pas eu le même regard sur les choses et peut-être que vous n'auriez pas changé les choses. Et puis j'aurais peut-être pas eu le soutien que les associations m'ont apporté et qui m'a fait chaud au cœur. Voilà. Alors, selon vous, en 2026, quelle est la priorité des priorités en matière de droits des femmes en France et aussi dans le monde, parce que je sais que vous êtes beaucoup sur les théâtres de guerre en tant qu'ambassadrice des droits humains. Alors, en France, je pense qu'on a quand même pas mal progressé au cours de ces dernières années, et notamment depuis le Grenelle des violences conjugales. Là, je pars sur les violences. Sur l'égalité professionnelle, il y a eu aussi quand même un certain nombre de mesures. Bon, j'ai parlé des lois, mais aussi sur les dernières années, on a eu la mise en œuvre de l'index, par exemple, qui était très, très intéressant. Il y a eu la loi Rixin qui a continué, je veux dire aussi à faire progresser l'égalité professionnelle. Il y a le congé paternité qui a été allongé. Bon, voilà. Je pense que si on parle de l'égalité professionnelle, je pense, et je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment se garder comme objectif de faire en sorte qu'on ait à travail égal, salaire égal. Voilà. Ça, je sais que c'est compliqué, vous le savez aussi, parce qu'il y a des tas de critères, de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense qu'il faut garder cet objectif. Ça me paraît la moindre des choses. Oui, c'est vrai que voilà, ça serait assez logique. Voilà. Mais on voit bien que c'est pas un coup de décret seulement. Non. Voilà. Ensuite, pour moi, un des enjeux aussi, c'est pour ça que je parle aussi du congé paternité, notamment, mais je pense qu'on a encore beaucoup à travailler sur la notion d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Là, c'est pareil, c'est des facteurs multiples. C'est bien sûr avoir des modes de garde pour les enfants qui permettent aux femmes d'avoir une activité professionnelle, mais c'est aussi un meilleur partage des tâches entre le père et la mère, entre les parents. Enfin, c'est un certain nombre de choses qu'il faut combiner. C'est aussi, bien sûr, sensibiliser les entreprises. Mais là, je trouve qu'on a des entreprises qui se mobilisent de plus en plus. Alors certes, c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier, quand on est ministre, on voit quand même surtout des grands groupes, des grandes entreprises, et que, j'allais dire, quand on est dans une petite PME, on n'a pas forcément les mêmes moyens, et donc on ne peut pas mettre les mêmes programmes de sensibilisation, etc., d'accompagnement, voilà. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est vraiment, en termes d'égalité économique et professionnelle, pour moi c'est un travail égal, salaire égal, et puis faire en sorte d'offrir aux femmes des conditions d'exercice de leur profession non culpabilisantes, qui leur permettent aussi de s'épanouir, d'accéder aux postes de responsabilité, voilà. Mais moi je suis pas une obsédée des postes de responsabilité. Voilà, ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel et professionnel. Voilà. Et sur le plan international, on est quand même dans une période où tout est peut-être remis en question. Il y a dans un certain nombre de pays où le ministère même de l'égalité entre les femmes et les hommes est supprimé. Oui. Et comme disait votre première ministre, Elisabeth Borne, on est dans une période de brutalisation du monde. C'est tellement juste.
Tout à fait, et justement de remise en cause de tous ces droits. Et donc, je pense qu'il faut déjà se battre pour justement maintenir ce cap du respect des droits. Après, pour moi, j'ai une grande souffrance quand même à voir toutes ces violences sexuelles, ces viols en temps de conflit, comme crime de guerre, arme de guerre. Je rêve d'une justice internationale qui répare les vivantes. Je dis souvent ça. Pour l'instant, la Cour pénale internationale n'a rendu qu'une seule décision sur le viol comme crime de guerre. Même s'il y a eu des tribunaux spéciaux, c'est ça, mais je parle vraiment de la CPI. De la CPI, la Cour pénale internationale. Elle a rendu une seule décision, 18 ans après les faits. Voilà, moi j'aimerais qu'on puisse avoir, et je pense que c'est peut-être aussi des réflexions à avoir en international sur comment faire évoluer cette justice internationale très spécifiquement sur ce sujet des viols. Vous le savez, j'ai aussi beaucoup poussé la mise en place de pôles spécialisés pour les violences intrafamiliales dans les tribunaux, donc là en France. Et je me demande si on ne doit pas aussi avoir à un moment donné une réflexion spécifique sur les viols et les violences sexuelles au niveau international. Oui. Tout ça, c'est aussi la question de l'ONU, du multilatéralisme, etc. Je pense que là aussi, c'est un vaste sujet et absolument crucial. Et qu'il faut défendre aussi. Absolument, on est d'accord. On va passer à la deuxième partie de notre entretien. J'aimerais bien que vous évoquiez votre parcours personnel, celui qui a conduit la petite Isabelle, née en 1963 à Bourg-en-Bresse, à la femme engagée que vous êtes aujourd'hui. Oui, moi je suis née dans une école, ça veut dire, puisque mes parents étaient instituteurs tous les deux dans un petit village, donc pas très loin de Bourg-en-Bresse. Et jusqu'à l'âge de partir en fac de droit, on va dire, j'ai vécu avec liberté, égalité, fraternité au-dessus de la tête. Donc j'allais dire, j'ai été beaucoup conditionnée à ce triptyque républicain, et puis forcément mes parents étaient, j'allais dire, des instituteurs républicains comme ils existaient à cette époque-là. Mon père, il était aussi secrétaire de mairie, donc très impliqué dans la vie citoyenne, du village. Voilà. Donc en fait, moi j'ai appris à vivre au cœur de la cité. Et à considérer qu'on doit faire quelque chose dans la cité. On doit faire notre part, c'est vraiment l'expression, et voilà, et donc ça c'est vraiment les bases. Et puis après les études de droit, c'est vraiment la découverte de Rousseau et Montesquieu qui me font aimer le droit, et je me font comprendre ce qu'est le droit, pourquoi il y a le droit. La notion de contrat social, pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale du choix de ce métier de magistrat, c'est-à-dire que moi j'aime bien dire que le magistrat c'est un artisan du contrat social. Et puis ensuite, je pense dans ma vie professionnelle, le premier déclic, il est justement lorsque je suis nommée juge d'application des peines à Lyon, donc à 23 ans, dans des prisons surpeuplées. Et là, j'allais dire, je découvre en accéléré, j'allais dire un peu toutes les misères du monde. Oui. Et donc, ça me donne cette sensibilité. Et puis, j'apprends aussi qu'on ne travaille jamais bien seul. Je sais qu'à l'époque, en plus, comme jeune professionnelle, les psychiatres m'ont beaucoup appris, les travailleurs sociaux avec lesquels je travaillais m'ont beaucoup appris, mes collègues m'ont beaucoup appris, les avocats m'ont beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'époque avec les collectivités territoriales pour mettre en place les mesures de réinsertion. Donc voilà, je pense que cette première expérience, elle a été fondatrice de ce que je suis devenue, et peut-être d'une vision que je reconnais assez sociale quand même de la justice. Oui. Et en tout cas, c'est ce qui m'a donné aussi comme boussole dans la vie, et je pense que c'est vraiment un fil rouge, le souci du respect de la dignité humaine. Oui, bon, voilà, on sait comment vous vous êtes construite. Si vous voulez bien, on termine généralement par un petit questionnaire à la manière de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement, évidemment. Quel est le principal trait de votre caractère ? Déterminé. Quelles sont votre principale qualité et votre principal défaut ? Principale qualité, peut-être le sens de l'écoute. Principal défaut, non, je pense pas que je sois complètement butée, mais comment dire, peut-être l'esprit de contournement. D'accord. Vous ne lâchez pas l'affaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc ça peut être considéré parfois comme négatif parce que voilà. Bien. Ce que vous appréciez le plus chez les autres ? L'intelligence et la gentillesse. Et je pense que c'est important de parler de gentillesse aussi. Quelle réforme politique a, selon vous, amélioré la société en général ?
Bon, déjà, si on parle des droits des femmes, je vais dire, toutes les lois qui ont été prises, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, parce que c'est vraiment là que ça commence. Donc ça, je pense que c'est ce qui a fait vraiment évoluer la société. Après, bien sûr, il y a l'abolition de la peine de mort, parce que je pense que s'il y a quand même un marqueur, on va dire presque civilisationnel, voilà, c'est-à-dire qu'une société est capable de dire non. Oh non, on ne tue pas. La justice ne tue pas. Oui, et de la part d'une magistrate, c'est pas étonnant que vous le rappeliez. Quelle définition vous donneriez de la France ? Alors, comme fille des Lumières, j'allais dire, pour moi, c'est ça, la France. Alors, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est les Lumières, c'est une vision de la démocratie, et puis quand même une certaine douceur, là pour être un peu plus légère. Douce France. Ouais, oui. Quand même, parce que là, que je parcours quand même beaucoup le monde, je me rends compte que la France est un pays quand même où il fait bon vivre. Et quelle définition vous donneriez des Français et des Françaises ? Je pense qu'ils sont assez râleurs. Oui, on peut le dire. Mais je pense et j'espère qu'ils sont attachés à tout ce que je vous disais sur ce qui fonde la France, c'est-à-dire les droits fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire cette belle démocratie. Voilà. Et je pense, j'espère qu'ils sont vraiment attachés à cela et que voilà, ils ne se vendront pas à de mauvaises sirènes. D'accord. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez ? En fait, moi, je suis pas comme ça. Ah bon, d'accord. Non. Je suis tellement volontariste que j'aime pas trop la baguette magique. D'accord. Je crois pas. C'est juste le travail. Ouais. Le travail, encore le travail. Ça, voilà. Très bien. Quelle est la couleur que vous préférez et pourquoi ? Je pense que c'est peut-être le bleu. Assorti à vos yeux ? Alors, peut-être, mais c'est aussi la couleur du ciel et de l'infini, c'est la couleur de la mer. Voilà, moi j'aime l'espace et la lumière, et je trouve que le bleu, c'est quand même le ciel et la mer. On fait pas tellement mieux. Est-ce que vous avez des auteurs ou autrices de chevet ? Je vous ai cité mes maîtres. Oui, voilà, c'est bien ça, sûr. Voilà. Mais sinon, comme écrivain, j'adore Stefan Zweig parce que je trouve que d'abord il écrit... en tout cas, c'est un style moi, que j'aime beaucoup. Et puis, je pense que c'est un auteur qui a très bien analysé justement l'âme humaine. Et quand on a été magistrate, comme moi, présidente du cours d'assises, c'est qu'on aime décortiquer ce qui se passe dans l'âme humaine. Donc, et je pense que Zweig, il est vraiment très doué pour ça. Et puis, j'aime aussi Dostoïevski, Crime et Châtiment. Et puis, j'aime aussi beaucoup Emmanuel Levinas, ce philosophe qui, je m'en parle du visage de l'autre et de la nécessité de regarder l'autre. Et il m'a toujours accompagnée lorsque j'étais magistrate, parce qu'il a de très beaux mots. Notamment, il dit que lorsque une décision est rendue, il faut pouvoir regarder l'autre en face pour le restaurer en sa véritable humanité. Et lorsque j'étais présidente de cour d'assises, je regardais toujours le condamné, enfin celui qu'on venait de condamner, et je disais toujours, en le regardant en face, la peine à laquelle il était condamné. Et c'est pas facile, vous savez, de regarder quelqu'un en lui disant, la cour vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle, mais je m'efforçais de le faire parce que c'était un humain que j'avais en face de moi. Et ça, c'est vraiment Lévinas qui m'a toujours porté. J'essayais d'ailleurs de faire partager ça aux jurés, et même encore aujourd'hui, penser au visage de l'autre, c'est aussi refuser le totalitarisme, parce que le totalitarisme, c'est un État qui tue l'individu. Et c'est en cela que peut-être je reviens à ma fonction actuelle d'ambassadrice des droits de l'homme, c'est les droits de chaque être humain. Et cet être humain, ce visage de chaque être humain, on ne doit jamais l'oublier, sinon on est dans le totalitarisme. Si vous étiez un mot ? Amour. Et si vous étiez un lieu ? J'aime bien les bords de Saône. Ça fait un peu racine, mais bon. Non, mais voilà. Je veux dire, sans nos racines, on meurt. Voilà. Hein. Si vous étiez un son, une musique ou un bruit ? Une sonate de Beethoven. Après 50 ans des ministères dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes,
quelle décision du gouvernement ferait réellement progresser les droits des femmes? Alors, je pense que justement, c'est parce que c'est pas simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à travail égal, salaire égal, etc. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal progressé et que on est sur des choses qui nécessitent d'actionner des leviers multiples. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Après, par exemple, je pense que le fait d'avoir, par exemple, une loi cadre qui reprenne tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, voire l'égalité, etc., serait, je pense, un outil très intéressant pour se projeter dans l'avenir. C'est peut-être ma vision de la politique et qui n'est pas forcément conforme à ce qui se passe actuellement dans un contexte d'instabilité, etc. Mais pour moi, c'est important de se projeter dans l'avenir quand on fait de la politique et de bâtir pour l'avenir. Voilà. Et donc, d'avoir une loi programmatique me semblerait quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. C'est pas de moi, c'est de la grande Simone de Beauvoir. Voilà. Et enfin, la question que vous auriez aimé que je vous pose? Je crois que vous avez fait le tour de la question. Donc non, j'ai pas de question particulière. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci chère Isabelle Roman. Merci chère Jocelyne Adrien. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.